Notre séquence, il sera consacrée surtout à la réponse immunitaire, mais on va s'intéresser surtout au soutien et appui. Il est subdivisé en deux parties. La première partie, il sera consacré à un certain nombre d'exercices qui s'intègrent dans ce qu'on appelle la restitution organisée ou la restitution de connaissances, et la deuxième partie au raisonnement et communication écrite et graphique. À la barakatillah, premièrement, comme vous savez, les composantes de l'évaluation est subdivisée en deux parties. La première partie, la restitution des connaissances. Elle représente 25% de l'examen de baccalauréat, alors que la deuxième partie, elle est consacrée à ce qu'on appelle le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Elle représente dans l'examen de baccalauréat et surtout aussi dans les contrôles qui sont prodigués par vos professeurs, elle représente 75%. On va commencer dans la première partie par la restitution des connaissances. Qu'est-ce qu'on veut dire par restitution des connaissances? C'est une évaluation ou un examen de la maîtrise, de la maîtrise des connaissances acquises dans l'un des 6 chapitres du programme. Comme vous savez, pour la SVT, il y a 6 unités ou 6 chapitres, et l'évaluation qui est consacrée à la restitution des connaissances, il repose sur l'un des 6 chapitres. Dans cette évaluation, on procède à l'utilisation des tests dits tests objectifs. On va voir qu'est-ce qu'on veut dire par test objectif ou exercice objectif. Les tests objectifs sont les suivants. Il peut être un QCM, un question, à choix multiple, des questions à choix multiples, ou bien on peut vous proposer des questions vraies ou faux. On peut aussi vous donner des exercices ou des questions de connexion ou d'appairage, connexion et d'appairage entre deux éléments ou deux groupes. On va voir des exemples dans les réponses immunitaires. On peut vous proposer dans la restitution toujours de connaissances, des questions de classement, on classe des éléments. Vous allez voir un exemple. On peut vous proposer aussi des questions à réponse courte. On vous demande de donner des réponses courtes, des définitions, des théories, des légendes de schémas, etc., etc. Donc, voilà les différents tests objectifs qui sont utilisés dans la restitution des connaissances. On va vous proposer un certain nombre d'exercices qui s'intègrent dans cette restitution des connaissances. Premier exercice. Définissez les notions suivantes. Je vais vous proposer un certain nombre de concepts ou notions. Système immunitaire, organe lymphoïde, lymphe, complexe majeur d'histocompatibilité, autogreffe. Voilà un certain nombre de concepts et on vous demande de définir, c'est-à-dire de donner une définition qui sera selon un niveau de formulation bien précis. On commence par le système immunitaire. Si je vous demande de définir le système immunitaire, vous allez me dire, un système immunitaire, c'est quoi? Vous allez vous poser cette question. Et grâce à ce que vous avez étudié avec vos profs, vous allez essayer de donner la définition. La définition est la suivante. C'est un système
comme le système nerveux, système musculaire, formé de quoi? Formé d'organes, dites organes lymphoïdes, de cellules, des cellules dites cellules immunitaires, et de molécules. Je vais vous proposer un exercice chez vous. Vous allez faire tracer un tableau, vous allez mettre dans une colonne dans laquelle vous allez mettre les organes lymphoïdes. Organes. Quels sont les organes lymphoïdes? Vous allez noter et énumérer les différents organes. Vous allez chez vous mettre ou énumérer les différentes cellules immunitaires. Cellules immunitaires, macrophages, polynucléaires, lymphocytes B, lymphocytes T, toutes les cellules, vous allez essayer de les mettre dans le tableau chez vous. Et aussi les molécules. Quelles sont les molécules qui interviennent dans la réponse immunitaire? Il y a l'anticorps, il y a le système de complément, les prostaglandines. Vous allez énumérer tous les différentes molécules. Donc, le système immunitaire, c'est un système formé d'organes lymphoïdes, de cellules immunitaires et de molécules. On va passer à la au deuxième concept, la définition de organes lymphoïdes. C'est quoi organes lymphoïdes? Les organes lymphoïdes, c'est l'ensemble des organes au niveau desquels se regroupent les cellules immunitaires. Quels sont ces différents organes lymphoïdes? Je vais vous donner un petit moment pour répondre. Les organes lymphoïdes sont 1, 2, 3. Voilà un schéma qui va vous présenter les différents organes. Il y a le thymus, il y a la rate, les ganglions, des ganglions ici, des ganglions là, il y a la moelle osseuse, il y a les amygdales, ce sont aussi des ganglions lymphatiques. Donc, voilà un certain nombre d'organes, dits organes lymphoïdes. C'est quoi les organes? Ensemble des organes au niveau desquels se forment et se regroupent les cellules immunitaires. Vous avez étudié avec votre prof ou vos profs pendant les séquences précédentes quels sont les différents organes. Vous allez les énumérer, mais on va les reprendre après. On passe au concept lymphe et sang. Le sang, vous l'avez étudié en troisième année collégiale. La lymphe, c'est quoi la lymphe? Vous voyez ici le cœur, les poumons. Il y a la circulation dite circulation systémique, il y a la circulation dite circulation pulmonaire, systémique ou la grande circulation ou la circulation générale, mais il y a aussi des veines qui drainent ou qui transportent un certain nombre d'éléments qui interviennent dans la réponse immunitaire. Il y a les capillaires lymphatiques qui drainent. Les capillaires lymphatiques à côté des capillaires sanguins, des capillaires lymphatiques aussi à côté des capillaires sanguins. Il y a aussi des veines, il y a des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques. Donc, la lymphe, c'est quoi? C'est un liquide jaunâtre dont la composition est analogue à celle de plasma. La composition chimique surtout. Elle contient notamment des lymphocytes, mais pas de globules rouges. Les globules rouges sont transportés au niveau de la circulation sanguine, alors qu'au niveau de la circulation lymphatique, on trouve des lymphocytes, d'autres cellules sanguines. Ils jouent le rôle, surtout, dans le drainage, le transport des pathogènes, les éléments infectants, vers les ganglions lymphatiques. Au niveau des ganglions lymphatiques, il y a la réponse immunitaire qui se réalise. On passe à l'immunité naturelle, toujours dans la restitution des connaissances. La question 8, citer 3 types de barrières naturelles. Les barrières naturelles qui empêchent le passage des éléments pathogènes. Quels sont ces éléments, ces barrières? Ils vous ont demandé de citer 3. La première, barrière mécanique. Exemple, la peau. La peau ne laisse pas passer les éléments pathogènes, sauf s'il y a lésion de la peau. La peau, la muqueuse, les muqueuses intestinales, les muqueuses respiratoires et d'autres muqueuses, puis les cils qui se trouvent au niveau du nez, de l'appareil respiratoire. Donc, toutes ces barrières
tous ces éléments sont des barrières dites barrières mécaniques. Il y a aussi les barrières chimiques. Barrières, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer les agents pathogènes. Chimiques, exemple, sécrétion de la salive. La salive, elle contient des lysozymes qui empêchent l'entrée, le passage des éléments pathogènes. Les larmes, grâce aux glandes lacrymales, elles ne laissent pas aussi passer les agents pathogènes. La sueur, les glandes sécrétées par les glandes sudoripares au niveau de la peau et qui permettent aussi de lutter contre l'entrée des éléments pathogènes à l'intérieur du milieu intérieur. Puis, je passe, c'est écologique. On parle aussi des éléments ou bien de barrières écologiques. Exemple, la flore bactérienne. Il y a une flore qui vit en symbiose avec notre organisme, qui ne pose pas de problème, mais qui, par compétition, élargissent sur les agents pathogènes et ne laissent pas passer ces agents, je m'excuse, au niveau du milieu intérieur. Neuvièmement, question. Citez les 4 manifestations d'une réaction inflammatoire. Une réaction inflammatoire. Lors d'une lésion, qu'est-ce qui se passe? Une lésion de la peau, qu'est-ce qui va se passer? Les 4 manifestations. Il y a aussi, vous voyez qu'il y a une rougeur. Rougeur devient rouge. La partie inflammée, où il y a inflammation, devient rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une vasodilatation locale, une augmentation de l'épaisseur des vaisseaux. Et le passage, il y a un flux sanguin qui permet cette rougeur. Il y a le gonflement au niveau de l'inflammation, passage du plasma dans les tissus. Puis, il y a la chaleur liée due à la diminution du flux sanguin local et aussi une douleur, elle est due à l'excitation des nerfs sensitifs. Je passe un peu plus rapidement. On vous demande de résumer en 3 étapes les réactions inflammatoires. Qu'est-ce qui se passe dans ces 3 étapes? Lorsqu'il y a une lésion par un élément donné, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la différence au niveau de la lésion, ce qui se passe. Donc, grâce à ce schéma, on vous propose un schéma et vous allez essayer de déterminer les étapes de réaction inflammatoire. La première étape, la lésion du tissu. Qu'est-ce qui se passe après la lésion? Il y a libération des médiateurs chimiques. Vous les connaissez, ces médiateurs, et vous devez les connaître. Ce sont l'histamine et prostaglandine et complément. Chacun intervient dans la réponse inflammatoire. Il y a aussi une vasodilatation. Vasodilatation, augmentation de l'épaisseur des vaisseaux. Vasodilatation, diminution du débit sanguin, augmentation de la perméabilité des vaisseaux et passage des phagocytes, qui sont les polynucléaires, et les macrophages vers la partie où il y a lésion. Et ce passage se fait grâce à des éléments qui sont passés par perméabilité vers la partie lésée. Ces éléments, par exemple, le C5A, c'est le complément qui permet un chimiotactisme et une diapédèse, un passage à travers les vaisseaux vers la partie lésée. Après, il y a les phénomènes qui sont réalisés ici grâce à des phagocytes qui sont passés, qui ont traversé la paroi des vaisseaux. Ce sont des phagocytes. Donc la troisième phase, l'ingestion. Ingestion des agents pathogènes et des débris cellulaires par les phagocytes. Quels sont les phagocytes? Les macrophages et les microphages. Ce sont les granulocytes neutrophiles. Et après, il y a cicatrisation grâce à des substances qui sont passées aussi à travers les vaisseaux vers cette partie-là pour permettre la cicatrisation de tissus. Toujours dans la première partie, on va passer à un élément très important et vous devez le connaître. C'est le système, les gènes de complexe majeur d'histocompatibilité. Quels sont les gènes? Ces gènes, il y en a 1, 2, 3.
des gènes A, B, C, ou des gènes D, DR, DQ et DP. Il se situe où? Au niveau du chromosome 6. Le chromosome 6, c'est dans la petite partie du chromosome 6. Le centromère, les locus, c'est-à-dire la partie où il y a les gènes codants pour la synthèse des protéines de complexe majeur d'histocompatibilité appelé CMH. On va le revoir et le revoir dans d'autres exercices. Vous voyez que pour les gènes, il est polymorphe, plusieurs allèles. Par exemple, le gène B, ils ont énuméré 50 allèles. Pour DR, 45. Donc, il y a les gènes qui codent pour le CMH de classe 1, qui se trouvent sur toutes les cellules à noyau, et les gènes qui codent pour la synthèse de CMH sur les lymphocytes et les macrophages de classe 2. On va revoir ça et on va le fixer. C'est très important pour vous, chères apprenantes et chers apprenants. Donc, c'est quoi le gène d'histocompatibilité ou les gènes de complexe majeur d'histocompatibilité? C'est l'ensemble des gènes qui contrôlent les marqueurs membranaires CMH. Tous les gènes sont caractérisés par 3 propriétés majeures. Quelles sont ces 3 propriétés? Le polymorphisme, plusieurs allèles, la codominance entre les allèles, et l'étroite liaison, c'est-à-dire qu'ils se situent au niveau de un seul chromosome, ils sont liés. Les gènes qui codent pour la synthèse, pour le complexe majeur d'histocompatibilité, sont des gènes liés. À signaler aussi qu'une partie de CMH1, elle est codée par un gène qui se trouve sur le chromosome 15. On va le voir après. Je vais vous présenter et vous proposer un exercice dans lequel on vous propose une image et on vous demande de représenter cette image. Elle représente un schéma de la structure. Ce n'est pas la réalité, c'est une représentation de la réalité de la structure d'un anticorps. Décrivez cette structure. On vous demande de décrire cette structure. C'est quoi? C'est un anticorps. Je reviens au cours qui a été proposé par mon professeur. Donc, on a vu un certain nombre d'anticorps, IgG, IgM, IgD, IgE, IgA. C'est la représentation d'IgG, structure d'un anticorps, parmi les anticorps. Qu'est-ce qu'il y a dans cet anticorps? Pour le décrire, on voit qu'il y a une région constante, donc il y a 4, 1, 2, 3, 4 chaînes peptidiques. Dans ces chaînes peptidiques, il y a des régions constantes qui se trouvent dans tous les anticorps, mais il y a des régions qui sont variables, qui varient d'un anticorps à un autre, selon et qui peut reconnaître le déterminant antigénique ou antigène par des sites de fixation où se fixe ou se lie l'antigène. Ça s'appelle l'épitope. Donc, région variable, région constante, et ces chaînes sont liées par des ponts des sulfures, formés par des molécules de soufre. Et ces 4 chaînes, il y a des chaînes légères, appelées light, et des chaînes lourdes, en anglais, heavy. Mais cet anticorps, quelle est sa fonction? Il permet de reconnaître l'antigène, premièrement, déterminant antigénique, puis il peut agir par fixation de facteurs de complément grâce à un site où il peut y avoir fixation de facteurs de complément. Et vous savez ce que fait le système de complément par voie alterne ou par voie classique? Puis il y a le site de fixation sur les macrophages. Les macrophages, ils permettent la phagocytose. Le facteur de complément, il permet la formation de complexes d'attaque membranaire. Donc, voilà l'anticorps. Mais, en résumé, l'anticorps, la description est la suivante.
L'anticorps comporte 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. 2 régions, une constante et une autre variable. 4 sites, 2 sites de liaison de l'antigène, un site de fixation de macrophage et un site de fixation de système de complément. Je passe. Un autre type d'exercice qui s'intègre dans ce qu'on appelle la restitution de connaissances. Cochez les propositions correctes. Donc, les organes lymphoïdes centraux, thymus, ganglion, rate, moelle osseuse. Un petit moment pour réfléchir. Les organes lymphoïdes sont... ce schéma vous permet de déterminer ces éléments. J'espère qu'il sera très clair. Il y en a les organes lymphoïdes primaires, les organes lymphoïdes secondaires. Donc, les organes lymphoïdes primaires ou centraux sont thymus et moelle osseuse. Et les organes lymphoïdes périphériques sont les ganglions, la rate, l'appendice. Donc, la réponse juste, thymus, moelle osseuse. Les organes lymphoïdes périphériques, appendice, rate et ganglion. Je passe. Cochez la proposition, toujours dans le même exercice. Cochez la proposition correcte. Le complexe humain. C'est quoi le complexe humain? Il est formé par l'antigène et l'anticorps. Il se forme par liaison entre lymphocytes T, C et les antigènes? Non. Entre le complément et les antigènes? Non. Entre le complément et les anticorps? Non. Entre les anticorps et les antigènes. Alors, le complexe humain. La mémoire immunitaire, c'est quoi la mémoire immunitaire? Elle se manifeste par des anticorps qui persistent longtemps à forte dose dans les tissus. Non, les anticorps, ils ont une durée de vie bien précise. L'antigène qui reste dans le sang pendant longtemps, c'est l'antigène IgG. Il vit à peu près 25 jours. Donc, la mémoire immunitaire, elle ne se manifeste pas par des anticorps. Elle ne se manifeste pas par des plasmocytes qui sécrètent pour de longue durée de forte quantité d'anticorps. Elle se manifeste par des lymphocytes qui sont spécifiques, qui persistent longtemps dans le corps. Donc la mémoire, lorsqu'il y a infection, première infection, il y a formation d'une mémoire, ce qu'on appelle une mémoire immunitaire. Lorsqu'il y a une réinfection, c'est-à-dire une deuxième infection, les lymphocytes agissent parce qu'ils restent dans le corps et ils ont une mémoire de l'agent infectant. Donc la réponse juste, c'est, je m'excuse, la réponse juste, c'est les lymphocytes qui permettent qui persistent longtemps dans le corps. Donc ce schéma, je pense qu'il est clair. Le premier contact de l'antigène, formation de cellules des lymphocytes, multiplication et différenciation des lymphocytes et réponse primaire, puis il y a multiplication des cellules, dites cellules qui seront désignées comme cellules mémoire. Après un deuxième contact avec l'antigène, vous voyez qu'il y a un grand nombre de cellules qui agissent. C'est pourquoi vous allez voir que la réponse immunitaire après le deuxième contact, elle est très élevée et très, en plus qu'elle est très rapide. Vous allez voir. Donc, cochez la proposition, la sérothérapie est un moyen de soutien de ce système immunitaire qui procure au corps une immunité active contre les antigènes. Non, elle n'est pas active, elle est passive. La sérothérapie, c'est quoi? C'est lorsqu'on donne du sérum à un individu. On lui donne le sérum. Le sérum, c'est-à-dire qu'il contient des molécules. Quelles molécules? Des anticorps. En ce moment-là, il y a des individus qui ont guéri grâce au problème, au virus corona en Chine. Grâce à quoi? Grâce à des anticorps qui ont été administrés à une personne d'autre.
Ces anticorps, ils ont été repris ou relevés d'un individu atteint de virus corona, puis ils ont été administrés à cette personne, puis il a guéri. Grâce à quoi? Grâce à des anticorps, une protection instantanée contre l'antigène grâce aux anticorps qui se trouvent dans le sérum. On passe à la 6e question. Les lymphocytes T reconnaissent les cellules infectées suite à la liaison. Donc, les lymphocytes TC, c'est-à-dire cytotoxiques, comment ils reconnaissent les cellules infectées? Ils les reconnaissent grâce aux récepteurs T et marqueurs CD4 avec le déterminant antigénique et le CMH1, ou récepteurs T et marqueurs CD8 avec le déterminant antigénique et le CMH1, récepteur T, marqueur CD4 avec le déterminant génétique CMH2, et la dernière, de récepteur T et de marqueur CD8 avec le déterminant antigénique CMH2. Donc c'est très difficile de choisir la bonne réponse. Mais pour choisir la bonne réponse, il faut revenir à un schéma que vous avez étudié avec votre prof. LTC reconnaît le déterminant antigénique lié au CMH. Quel CMH? CMH1, présenté par les CPA, c'est-à-dire les cellules présentatrices d'antigènes, en plus de la cellule infectée. Il le présente à côté, accompagné du CMH1. À qui? Au TCR, c'est-à-dire le récepteur de cellules de cellules T cytotoxiques, mais accompagné d'un corécepteur. Un corécepteur qui est le CD. Pour la LTC, le CD8. Donc CD8, CMH1, déterminant antigénique, TCR. La réponse juste est B. Du récepteur T, marqueur CD8, avec le déterminant antigénique et le CMH1. Toujours dans la restitution des connaissances, on vous propose un schéma, ou là une image. Vous allez essayer de résumer. Il vous demande de résumer la figure suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans cette figure? Il y a thymus, moelle osseuse, lymphocyte B, ganglion. Il y a le système lymphoïde ou les organes lymphoïdes. Donc, il y a des cellules et des organes. Pour résumer, vous voyez qu'il y a formation. Qu'est-ce qui se forme ici au niveau de ganglion, de la moelle osseuse? Il y a la formation et maturation des lymphocytes B. Seulement formation des lymphocytes T. Les lymphocytes T, pour arriver à leur maturation, ils passent au niveau du thymus. Puis, après, ils se regroupent et seront stockés dans les ganglions lymphatiques. Donc, les lymphocytes T se forment et arrivent à leur maturation et se stockent dans les parties qui ont été désignées. Aussi, les lymphocytes B ils se forment au niveau de la moelle osseuse et ils arrivent à leur maturation dans cette moelle osseuse et ils seront stockés dans les ganglions lymphatiques. Donc, ainsi, on passe maintenant à un autre type d'exercice qui s'intègre dans la restitution des connaissances, c'est-à-dire on vous propose des propositions ou des définitions, vous allez essayer de répondre. Donc, l'autogreffe, c'est quoi l'autogreffe? Le donneur, dans ce cas de greffon, est lui-même le receveur. Est-ce que la greffe, elle sera réussie ou rejetée? Elle sera réussie parce que le donneur est lui-même. On prend une partie de son organisme et on l'intègre dans le même organisme. Donc, on parle de autogreffe. Deuxième, isogreffe, donneur et receveur génétiquement identiques. Quand est-ce? Quand les deux individus sont génétiquement identiques, c'est-à-dire deux jumeaux. La greffe, elle sera réussie. L'allogreffe, le donneur et receveur appartiennent à la même espèce, mais génétiquement différents. Dans ce cas, la greffe, elle sera rejetée. Et le xénogreffe, le donneur
et receveur appartient à deux espèces différentes, la greffe sera rejetée. Je passe. Les macrophages reconnaissent spécifiquement les antigènes. Spécifiquement. Ce n'est pas juste. Les immunoglobulines sont des protéines sériques et monoglobulines sont des protéines sériques qui se lient spécifiquement aux antigènes. Oui, c'est vrai. Les histamines se fixent sur les membranes des cellules cibles pour former le complexe d'attaque membranaire. Le complexe d'attaque membranaire est formé par le système de complément. C'est faux. Et la phase de sensibilisation allergique, quand il y a une allergie, il consiste en la fixation des anticorps spécifiques de l'allergène aux membranes des mastocytes et des basophiles. C'est une réponse vraie. Ainsi, je vous ai présenté un certain nombre d'exercices ou de tests dits objectifs qui s'intègrent dans la restitution des connaissances. Cette partie-là, aux problèmes, aux examens de baccalauréat, elle représente à peu près 25%, c'est-à-dire 5 points pour la section SVT. Merci, chers apprenants et chères apprenantes. La deuxième partie, il sera consacrée surtout à ce qu'on appelle le raisonnement scientifique et la communication graphique et écrite. Merci.